Monsieur le préfet, ça fait une dizaine d'années que vous travaillez sur l'axe Seine, sur ces mutualisations. Vous êtes, en tout cas pour le délégué à l'axe Nord que j'ai été, une grande source d'inspiration. Vous avez vu dans ces témoignages des gens qui concrètement au jour le jour trouvent des solutions, parce que effectivement des gens pour nous raconter des problèmes on en trouve beaucoup, mais des gens pour nous guider dans les solutions on les met pas souvent assez à l'honneur. Que vous inspirent ces différentes présentations et quel message clé vous souhaiteriez nous passer pour la suite? Bien, mais merci de m'accueillir en fin de cette réunion en m'excusant vis-à-vis des participants de ne pas avoir de diapositives à leur présenter, mais Xavier Valère m'avait demandé d'être un grand témoin, c'est-à-dire de tendre mes oreilles et d'essayer d'éclairer vos débats avec beaucoup de modestie en fonction de ce que vous aurez dit et de ce que je vis depuis pas tout à fait 10 ans. Vous me vieillissez un petit peu, mais un temps exceptionnellement long dans ma carrière, 8 ans, qui m'ont permis d'investir assez à fond, me semble-t-il, les champs que vous avez discutés aujourd'hui. Premier élément, j'ai relevé dans toutes les interventions beaucoup d'enthousiasme, de passion, de foi autour de la massification et de la mutualisation. D'ailleurs, les deux termes qui vont à bien des égards ensemble, même s'il y a différentes façons de mutualiser des flux sur un vecteur de transport. On peut l'approcher de différentes façons, d'ailleurs en fonction des vecteurs de transport. Le sujet n'est pas tout à fait le même pour le ferroviaire et le fluvial. Donc une volonté collective qui s'est manifestée à travers vos expériences individuelles. Et je pense que cela est révélateur effectivement d'une prise de conscience actuelle qui se nourrit en partie de l'ère du temps. Et l'ère du temps est tout à fait important autour du changement climatique, la diminution de l'empreinte carbone, de la performance environnementale, donc de tout un mouvement collectif là aussi qui s'alimente à partir d'une prise de conscience plus claire des enjeux du changement climatique en particulier et de l'empreinte environnementale en général de nos sociétés modernes, et qui s'alimente aussi d'une réalité économique. Et M. Gelfucci a articulé avec, à juste titre quelques éléments qui permettent de mettre là en relation un coût de transport et une marge. Il est bien évident que toute cette démarche, au-delà d'une volonté collective, d'un appétit de faire mieux, est également, voire d'abord, un enjeu économique. Et il faut l'avoir en tête, il ne faut jamais entrer dans ces sujets-là en se disant on va faire mieux pour faire mieux parce que c'est bien. On va faire mieux parce qu'on cherche une performance globale qui soit améliorée, à la fois sous l'angle environnemental, bien sûr, j'y reviens, mais également sous l'angle économique. Il faut que cela soit productif pour que le système soit durable, pour le dire d'une autre façon. Face à cette forme de prise de conscience et parfois d'enthousiasme, j'étais hier dans un autre cercle où était présentée pour la première fois, ou presque en avant-première, la stratégie nationale fret ferroviaire ou la future stratégie nationale fret ferroviaire. Elle sera approuvée d'ici la fin du printemps par le gouvernement. Et la plupart des réactions étaient empreintes d'un scepticisme extrêmement grand. Pour résumer, et les plus anciens, malheureusement ou heureusement, j'en fais partie, heureusement, parce que ça veut dire que j'ai vécu des choses intéressantes. Et les plus anciens disaient pourquoi voudriez-vous nous faire croire, en substance, que pour la quatrième fois en 20 ans, une stratégie nationale fret ferroviaire avec des ambitions extrêmement fortes débouchera, alors que les trois précédentes ont échoué peu ou prou. La troisième moins que les deux premières, quand même, en termes de résultats. Le transport combiné avant la crise sanitaire était par exemple une activité en croissance. Il faut bien l'avoir en tête, ce scepticisme d'un certain nombre de partenaires, d'acteurs, d'intervenants, parce qu'évidemment, tout le monde a en tête les données que vous avez montrées sur la baisse de la part du fluvial, ou que plusieurs d'entre vous ont montré sur la baisse de la part du fluvial, la baisse de la part du ferroviaire sur un certain nombre de trafics au cours des 25 dernières années, et ont évoqué les difficultés qu'il y avait, ne serait-ce que des difficultés physiques ou financières pour remonter la pente. Et je pense qu'un de nos premiers enjeux, et à partir de l'illustration de ce qui marche et du mouvement qui s'est créé, de redonner une forme de confiance, non pas pour croire béatement que nous atteindrons facilement les 100% de croissance, le doublement des flux de fret ferroviaire à l'horizon 2030, ni que nous réussirons à faire remonter
Et le trafic fluvial, alors il a baissé l'an dernier, qu'il a tendance, bon an, mal an, à stagner en France, le trafic fluvial de marchandises, mais bien faire comprendre qu'il y a un certain nombre, d'ores et déjà, un certain nombre de facteurs positifs, d'éléments, d'initiatives publiques et privées, qui laissent penser qu'il est vraiment possible de faire mieux et que tout cela n'est pas seulement une incantation, mais que ça répond d'une part à une demande économique, d'autre part à un besoin social, et d'autre part que l'ambition se fonde, s'ancre sur une réalité objective qui nous donne des pistes pour l'action. Deuxième élément qui me paraît ressortir clairement de l'ensemble des échanges, c'est l'importance du travail qui reste à faire sur la connaissance. Connaissance, ça a été bien expliqué par M. Breu à travers des études de Nordlink, connaissance des flux, évidemment, aussi curieux que ça puisse paraître. Et nous avons des données qui sont souvent très, très globales sur les flux marchandises et nous avons eu des approches détaillées des marchés qui sont très fréquemment parcellaires. Pour vous donner une illustration sur la vallée de la Seine, nous avons des analyses, des éléments d'analyse. Nous savons ce qui passe dans les ports d'Aropa. Nous savons le nombre de trains qui circulent sur les voies ferrées. Transformer le nombre de trains en tonnage subdivisé en type de marchandises est un exercice beaucoup plus subtil et qu'on est loin de réussir de façon parfaite. C'est un des éléments. Nous n'avons pas d'analyse détaillée des flux de marchandises sur l'axe Seine. Et d'ailleurs, nous avons mandaté un collectif d'établissements d'enseignement supérieur l'an dernier pour nous apporter cette analyse détaillée dont nous avons besoin, qu'il s'agisse des flux longue distance qui intéressent Aropa et les ports d'Aropa, par exemple, qu'il s'agisse des flux de la distribution finale pour répondre aux enjeux de la logistique urbaine, par exemple. Donc, il y a un vrai enjeu d'acquisition de connaissances sur les différents flux, sur les modes de transport, au-delà des données très globales dont nous disposons aujourd'hui. Il y a un deuxième élément en termes de connaissances qui a été clairement mis en évidence par l'ensemble des interventions, me semble-t-il, c'est la connaissance entre les acteurs. Acteurs qui se connaissaient, là aussi les céréaliers se connaissent tous, les coopératives se sont exprimées cet après-midi sont membres de la Fédération nationale des COP, j'imagine. Enfin, je ne pense pas qu'il en soit autrement. Tous les acteurs des céréales sont membres de l'interprofession intercéréales. Donc, ce petit monde parle, se fréquente, ne travaille pas nécessairement ensemble, comme cela a été dit, ou pas suffisamment ensemble sur un certain nombre de sujets. Et cette méconnaissance relative est encore plus grande quand on entre dans le champ très vaste de la marchandise diverse, de la masse des produits de consommation ou d'équipements industriels. Donc, on n'a pas une logique de filière organisée telle qu'on peut l'avoir sur quelques grands segments de marché, du transport massifié, les céréales, le granulat, la chimie, pour prendre les trois principaux d'entre eux. Donc, un éclatement, une ignorance, parfois des antagonismes qui font que travailler aux objectifs de massification et de mutualisation que vous avez les uns et les autres mis en avant suppose d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se parler. Et cela est loin d'être aussi simple. Monsieur Gelfucci le disait pour le monde des céréales. Nous travaillons depuis plus d'un an sur l'axe Seine et à une échelle qui dépasse la relation entre Nogent-sur-Seine et Rouen et Le Havre avec Intercéréales, avec Aropa, SNCF Réseau, Voies navigables de France. Et nous mesurons bien que pour Intercéréales même, dont on pourrait penser qu'étant un outil partagé, l'acquisition de connaissances détaillées est facile, nous mesurons bien que cette acquisition de connaissances détaillées qui nous permettra de mieux répondre, nous, côté pouvoir public, est un exercice qui n'est pas encore complètement abouti. Donc, un gros investissement à faire sur cet aspect de partage de la connaissance et de compréhension des uns et des autres. Troisième enjeu qui me paraît fondamental et qui ressort clairement de ce qui a été dit, c'est la question de l'organisation. Organisation de l'offre, bien évidemment, offre d'infrastructure et offre de services, parce qu'il ne faut surtout pas distinguer l'infrastructure d'un côté et le service pour les établissements publics démembrement de l'État. SNCF Réseau est devenue une société anonyme depuis quelques mois.
donc offre des acteurs publics. Et là, nous avons encore à faire un travail d'articulation entre ces différents acteurs, hein, pour faire en sorte que le monde des transporteurs, le monde des chargeurs, le monde des commissionnaires, des logisticiens, et comme correspondant bien évidemment des spécialistes de chacun des segments, hein, il y a des spécialistes du portuaire, des spécialistes du ferroviaire, des spécialistes du fluvial, mais en même temps une vision globale de ce que peut être cette offre. Et c'est tout le travail là aussi qui est engagé, hein, sur l'axe Seine. Laurent Follop évoquait la convention de coopération signé autour de l'axe. Le travail fait avec SNCF Réseau. Une convention de coopération a été signée entre VNF et SNCF Réseau en Normandie. Une autre est en voie de signature entre VNF et SNCF Réseau en Île-de-France, qui vous montre au passage qu'il faut deux coopérations, deux conventions pour les deux mêmes acteurs sur deux territoires administratifs différents, source de complexité, de façon à travailler ensemble, à la fois sur la connaissance du réseau, ses points d'accès, les endroits où l'on peut d'ailleurs soit avoir du ferroviaire, soit du fluvial, des réponses conjointes aux besoins des acteurs, hein, quand il y a du chômage sur le réseau des canaux, savoir apporter une offre ferroviaire à proximité, par exemple, des actions de promotion conjointe en direction des chargeurs, des différents opérateurs, hein, pour faire venir sur les réseaux massifiés, assurer l'accompagnement de cette démarche de massification. Donc un travail d'organisation côté acteur public qui porte encore une fois sur le service et l'infrastructure, hein. Chacun sait qu'il y a des enjeux d'infrastructure. J'ai entendu et sans surprise évoquer la mise à grand gabarit de Brenaujan, qui est un projet qui normalement se déploiera en réalisation dans la décennie actuelle. Et Laurent Follop évoquait l'ouverture effective lundi prochain de Serqueux-Gisors, de deuxième accès fret entre l'Île-de-France et la Normandie, qui intéresse le port du Havre, mais qui intéresse également le port de Rouen, et qui nous est tout à fait indispensable dans la conjoncture travaux actuelle sur l'axe Seine. Il y a bien d'autres points en tête. Mais à côté de ces enjeux d'infrastructure, hein, sur lesquels nous travaillons, il est clair que la question du service, que ce soit la navigation 24 heures sur 24, a été évoquée dans le premier exposé, le décalage entre l'axe Seine où elle est assurée et le réseau Nord où elle n'est pas garantie, par exemple, sur le réseau fluvial, et où la qualité des sillons, qui est l'élément crucial sur lequel on peut apporter des améliorations rapides dans le domaine du ferroviaire, si on a une bonne analyse de l'offre et si on sait positionner le fret très en amont des démarches. Donc, il faut absolument avancer là-dessus. Cette question de l'organisation, elle est également posée de la même façon, hein, du côté du monde des utilisateurs des modes de transport massifiés. Si je vous en prends une illustration, hein, dont nous avons parlé dans un autre cadre, là aussi, au cours des semaines passées, dans le domaine du fret ferroviaire, dans la plupart des parties du territoire national, nous n'avons pas, face à la bonne volonté, hein, de plus en plus affirmée de la sphère État SNCF Réseau, à l'acceptation par les régions que les trains de fret aient leur place, hein, sur le réseau ferroviaire, à côté des trains de voyageurs. Nous n'avons pas d'interlocuteurs organisés qui puissent nous dire quels sont les besoins du fret. Nous n'avons une organisation de ce type-là que sur la vallée de la Seine, parce qu'Aropa joue ce jeu. Sur l'axe nord, parce que Norlink joue ce rôle. Nous l'avons sur l'axe nord parce que Norlink a pris à bras le corps ce sujet, vous l'avez vu cet après-midi. Nous avons une structure plus faible sur l'axe Rhône-Saône-Méditerranée, mais elle a le mérite d'exister. Si je prends l'Est de la France, qui est un secteur crucial, hein, pour les flux marchandises, le sillon lorrain est un des sillons ferroviaires les plus circulés de France sur des axes européens de première importance, par exemple. Nous n'avons aucune organisation structurée qui puisse exprimer de façon concertée les besoins des chargeurs, des entreprises ferroviaires et de toute la famille de la logistique autour du fret. Et si j'allais sur la façade atlantique, c'est encore bien plus compliqué, où nous sommes encore bien plus démunis, parce que, mis à part le port de La Rochelle et les accès au port de La Rochelle, il n'y a aucune organisation
en la matière. Sur l'Est, on a au moins en Grand Est un bon observatoire régional des transports et de la logistique qui peut nous être une base pour nous. Et dans un des chantiers que nous avons engagé aujourd'hui, qui vise à assurer une planification de l'offre ferroviaire à 10 ans, en intégrant les besoins du fret dès l'amont de sa construction, c'est-à-dire dès maintenant, pour savoir quels seront les sillons fret dont nous aurons besoin et que nous pourrons proposer dans les 10 années qui viennent, il est essentiel de faire en sorte que ce monde des acteurs économiques s'organise face au monde de l'État, face aussi au monde des régions, parce que sans cet équilibre de structuration dans le dialogue, nous aurons beaucoup plus de difficultés à atteindre nos ambitions. C'est quelque chose qui est tout à fait important, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quatrième élément, j'ai noté dans diverses interventions l'enjeu de l'innovation dans la chaîne de transport pris sous différents angles. Le premier exposé nous a présenté Multiregio. Dans un autre, dans l'exposé de Norlink, je crois, j'ai noté e-trans, la question des motorisations, de l'évolution des motorisations et a été posée. Il faut bien garder en tête qu'au-delà de tout le travail à infrastructure, vecteur de transport constant, et il est important de réfléchir à tout ce que peuvent nous apporter les différentes innovations, que ce soit dans l'analyse de la donnée, je reprends le sujet des connaissances, et dans l'exploitation de la donnée, pour mettre par exemple plus de souplesse dans des modes qui ne sont pas nécessairement des modes aussi souples que la route, ou qui, pour tout dire, sont des modes beaucoup moins souples que la route aujourd'hui, que ce soit pour bien comprendre les flux, que ce soit pour garder l'avance en termes d'empreinte environnementale qu'a aujourd'hui le fluvial et le ferroviaire par rapport au routier. Un des grands en analyse socio-économique globale, en intégrant les externalités, une des vertus de la massification fluviale et ferroviaire est de diminuer l'empreinte environnementale. Si dans 15 ans d'ici, nous avons toujours des bateaux qui fonctionnent essentiellement au gazole, sur les lignes non électrifiées, des trains qui fonctionnent essentiellement au gazole, une flotte routière qui aurait réussi sa mue énergétique, vous voyez bien que cet avantage s'évanouirait dans la nature. Donc il y a un enjeu important qui consiste à être attentif à tout ce qui est problématique d'innovation et à savoir travailler en ce domaine en portant les projets qui sont souvent des projets complexes, tout ce qui est exploitation de la donnée et qui repose d'ailleurs sur la confiance, ça a été dit par les représentants d'Euralogistique, très largement, et plus complexe qu'il nous paraît. Passer à la motorisation hydrogène dans le fluvial est encore un sujet neuf. Aujourd'hui, il y a une seule embarcation en France fluviale qui fonctionne avec un moteur à hydrogène. C'est un tout petit bateau sur la Loire de mémoire. Et donc, nous n'avons ni les moteurs testés en vraie grandeur, ni le cadre juridique d'ailleurs, qui permet en toute sécurité, à tous égards, de faire naviguer ce type d'embarcation. Donc un sujet innovation qui est très important. Dernier élément, la nécessité de travailler à des échelles qui soient variées. On l'a bien senti cet après-midi. J'ai bien noté d'ailleurs que nous étions dans un cénacle Hauts-de-France, Grand Est, auquel l'Axe Seine, par la bouche de Laurent Follop, souhaite s'agréger pour travailler ensemble. Il est bien évident qu'il y a des enjeux qui se jouent à cette échelle-là, à cette grande échelle du nord de la France, à la fois pour satisfaire les ambitions portuaires de l'État et de notre pays sur l'axe Seine comme sur Dunkerque, pour exploiter de la façon la plus intelligente un réseau ferroviaire qui est partagé, pour aller éventuellement reprendre des parts de clientèle au port d'Europe du Nord sur le marché du Grand Est qui est très orienté, mis à part pour une partie de la Champagne, pour des raisons géographiques, en partie naturelles d'ailleurs, vers Anvers et Rotterdam. Donc des enjeux qui sont des enjeux de longue distance. Si j'en prends une illustration, la section ferroviaire Amiens-Reims qui a été évoquée intéresse les Hauts-de-France, intéresse Grand Est, intéresse les ports normands, et c'est un élément d'un itinéraire partagé.
Donc, et des enjeux qui sont des enjeux locaux quand il s'agit de travailler sur la concentration de l'offre pour permettre cette massification. Donc, une nécessité d'articuler ces approches à des échelles qui sont des échelles très, très larges, qui couvrent une grande partie de notre territoire et qui se déploient sur certains sujets sur plusieurs centaines de kilomètres. Et d'un autre côté, un travail fin qui s'organise autour de tel ou tel lieu de massification. Cela a été bien mis en évidence entre le premier entre plusieurs exposés, qu'il s'agisse de la plateforme de Dourges, qu'il s'agisse de la future plateforme jumelle de Nel Langue-Voisin, qu'il s'agisse de la géographie des silos autour du capillaire fret de Champagne-Ardenne. Nous avons là des chantiers qui sont tout à fait passionnants, avec un contexte général, et j'y reviens, je m'arrêterai à cette considération-là, qui est porteur parce que plusieurs dynamiques sont engagées, lancées par le gouvernement, qui doivent absolument converger vers une efficacité collective plus grande, qu'il s'agisse de la stratégie nationale logistique telle qu'elle a été présentée, illustrée dans le cadre du dernier comité interministériel, ou du premier et du dernier d'ailleurs, mais il y en aura d'autres cette année, comité interministériel de la logistique début décembre, de la stratégie nationale portuaire approuvée par le gouvernement au comité interministériel de la mer le 22 juin dernier, ou encore, et pour finir, de la future stratégie nationale fret ferroviaire que j'ai déjà mentionnée et qui sera présentée officiellement ce printemps. Donc nous avons des cadres programmatiques, si j'ose dire, et des cadres de discussion interministérielle qui nous permettent de traiter les différentes questions dans les bons cénacles pour répondre aux enjeux de spécialité qu'il y a pour certains sujets. Nous avons aujourd'hui une volonté collective qui s'exprime de façon beaucoup mieux structurée dans la sphère publique et comme dans la sphère privée. Nous avons des défis qui sont tous sauf minces, encore une fois. Je suis très loin de considérer qu'il est facile de doubler les trafics de fret ferroviaire, et ça a été excellemment illustré par l'étude de Norlink sur les trafics intéressant la région Hauts-de-France. Mais je crois que nous avons aujourd'hui un certain nombre de cartes en main si nous savons travailler dans l'esprit que j'ai remarqué et apprécié cet après-midi. Et donc, je remercie d'autant plus Xavier Valère, son équipe en Hauts-de-France et ses correspondants dans le Grand Est d'avoir alimenté cette réflexion. Je vous assure que l'axe Seine, pour ce qui me concerne, dans le quotidien de mes fonctions, est à disposition d'Hauts-de-France et Grand Est pour coopérer. Je pense qu'au-delà de quelques compétitions naturelles, si je prends les ports céréaliers entre Metz, Dunkerque et Rouen-Le Havre pour les trafics conteneurisés, qui ne sont pas négligeables, nous avons intérêt à aller au-delà de ces quelques compétitions et à travailler ensemble sur tout ce qui peut nous rassembler et nous faire progresser. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ces propos de synthèse et ces pistes de réflexion qui permettent de nous projeter sur la suite, parce que le moment de conclusion, c'est aussi le moment de se projeter dans les suites de cette démarche. Alors, il me faut remercier toute l'équipe que vous n'avez pas vue, parce que évidemment, je fais l'intro et la conclusion, mais c'est pas moi qui ai bossé tout seul sur ce webinaire. Alors, il faut que je remercie Intercéréales, l'AIMCC, ATIL Europe, Norlink, Aropa et tous les intervenants qui ont donné de la matière à cette journée. Remercier tout particulièrement l'équipe du Conseil régional Grand Est qui a eu la gentillesse de nous prêter et de mettre à disposition ces outils technologiques de webinaire, comme l'avait fait la CCI des Hauts-de-France dans notre précédente version le 10 juillet dernier. On a souhaité pour ce séminaire des exemples concrets de gens qui travaillent à mutualiser les sujets. Évidemment, on n'a pas du tout entendu cette fois-ci ni VNF, ni SNCF, et on les a vus dans le chat nous dire qu'ils avaient des propositions à nous faire. Donc,
Dans la prochaine séquence, on leur laissera un peu de temps et de parole pour nous présenter un peu leurs initiatives, parce qu'ils en ont également beaucoup. On va vous demander de nous faire retour de vos impressions, de vos questions, parce que l'idée, c'est que ces rendez-vous vous soient le plus utiles possible. On a enregistré aussi ce webinaire pour que vous puissiez le reconsulter et reconsulter des interventions qui vous auraient particulièrement intéressé. On vous passera donc le lien à la suite. Et puis, on vous donne rendez-vous en septembre pour une 3e session qui sera largement définie en fonction de vos commentaires et des retours que nous aurons de votre part. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine session en septembre.